Bonjour et bienvenue dans le dernier clic, votre podcast tech, IA et no code. Je suis en compagnie de Lulu aujourd'hui pour un épisode côté outils où on va parler de vos outils, enfin de nos outils numériques. Lulu, est-ce que tu vas bien? Bah ça va et toi? Très bien. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, cette semaine on est vraiment sur côté outils, on va vraiment parler outils numériques et voilà, comme chaque semaine on alterne soit des épisodes thématiques. Si vous n'avez pas écouté celui de la semaine dernière, c'était sur les agents IA et on vous recommande vivement d'aller l'écouter justement, que ce soit pas spécialement d'ailleurs pour cet épisode, mais en tout cas pour les prochains. C'est un sujet qui reviendra souvent. Et aujourd'hui, on est vraiment là pour parler donc logiciels, outils numériques et voilà. On va commencer, Lulu, j'ai, quelques questions pour toi, enfin qui sont pas exactement formalisées, mais la dernière fois, on avait discuté de Stitch, donc de Google Stitch que tu avais commencé à utiliser, tu avais déjà un peu joué avec justement pour du maquettage. Et alors pour ceux qui avaient pas enfin, qui situent pas encore Google Stitch, c'est un outil qui permet de faire du design et du maquettage, assisté par IA. Vraiment sur du développement, enfin, développement visuel, design visuel assisté par IA. Et donc il va s'écarter un petit peu d'outils comme Figma ou des suites Adobe qui sont là vraiment pour faire les choses à la mano, où il y a de l'IA aussi, mais qui sont là pour qu'on puisse vraiment tout modifier et qui sont plutôt des outils de graphiste. Google Stitch avait, en tout cas de ce qu'on en avait vu jusqu'à présent, mais je crois qu'il y a eu du changement d'ailleurs, tu vas nous dire ça, était plus orienté vraiment, j'ai envie de faire quelque chose de joli, j'ai envie de faire du maquettage, j'ai envie de faire des choses comme ça, mais sans être graphiste, sans avoir des connaissances, vraiment, pointues en design. Je vais le faire en parlant avec une IA, elle va me sortir quelque chose qui est plutôt sympa et ça peut servir à d'autres gens derrière pour bosser, pour en faire un site web, une page de voilà, ce qu'on appelle une landing page, ce genre de choses. Quel est ton retour du coup depuis en ayant joué avec Google Stitch et sachant que depuis la dernière fois qu'on a fait un épisode côté outils, on a aussi Cloud Design qui est sorti. Est-ce que Genre tu le peux nous lendemain. présenter, genre, Il est sorti le lendemain. ah oui, c'est vrai, ouais, le lendemain du moment où on tournait. Oui, c'est vrai que quand vous Et avez je eu me suis dit: «Ah l'épisode bah et tiens, on en a parlé» et puis le lendemain, il y a Claude qui lâche ça et ouais, et ouais. voilà. Est-ce que tu peux nous présenter alors un petit peu Cloud Design? En quoi il est différent et quelle est l'approche par rapport à du Google Stitch? Et après, justement, je veux bien ton retour, après avoir, trituré les 2 davantage, Bah là, Google Stitch, je l'ai pas mal utilisé surtout pour explorer quand j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais et que je voulais tester un peu des styles parce que ce qui est super cool, c'est de mettre un peu ce qu'on veut et on peut avoir plusieurs propositions. Et à partir de ces propositions, on peut demander des variations plus ou moins variées, en choisissant de faire varier alors soit le texte, soit la police, soit le layout. Donc ça permet d'explorer, on peut aussi changer la charte graphique et tout, donc pardon, ça juste permet... Ouais, juste pour clarifier, le layout, on parle de la mise en page, hein, vraiment de oui l'agencement c'est ça, dedans, des oui c'est éléments. vrai que c'est en anglais dans Google Stitch, et ça permet d'avoir un peu un grand canevas où il y a toutes nos itérations. Et à partir de là, on peut aller faire des modifications un peu plus chirurgicales, de dire tiens, cette partie-là, cette partie de texte, je veux la changer, je veux, je sais pas, enfin, je veux rajouter une petite animation dessus ou je veux rajouter une autre couleur. Donc, je trouve que Stitch est bien pour s'amuser et tester. Enfin, même si après, on peut quand même exporter dans Figma aussi, on peut récupérer le code HTML. Et il y a quand même toute la partie, une fois qu'on a un design qui nous plaît, une partie vraiment prototype, où on peut connecter différents écrans entre eux, de dire quand je clique sur tel bouton, ça m'amène sur telle page. Donc, on peut aller assez loin dans le prototypage, et c'est ce qui m'avait bien plu et bien aidé quand j'essayais de faire un peu le portail du dernier clic, où on va collaborer pour faire les épisodes. Toute la partie maquette, je l'ai beaucoup réfléchi dans Stitch parce que j'ai du mal à visualiser les choses, donc avoir quelque chose que je peux regarder et me dire ouais mais non ça j'aime bien mais ça peut-être un peu moins, donc on va jouer là-dessus. Et j'avais exporté un peu tout le HTML et le lendemain il y a Cloud Design qui sort et j'ai balancé quelques captures d'écran que j'avais de Stitch et puis ça a été encore plus loin
Là, je dirais même pas vraiment qu'on est encore sur de la maquette, hein. C'est vraiment du prêt pour aller dans Claude Code, hein, et c'est On va assez peut-être époustouflant basculer. quand même. Je veux bien qu'on s'attarde encore un petit peu sur Stitch avant d'aller sur Claude Design, qui a une approche plus professionnelle. Mais, déjà, j'ai 2 questions. La première, c'est, là, quand tu parles de modifier des éléments dans Stitch, tu vas faire quoi? Tu vas sélectionner un élément, tu vas lui faire un petit commentaire dessus et une fois que tu as fait tes commentaires partout, tu vas lui dire d'un coup et il va tous les traiter? Ou alors tu peux aller vraiment changer à la main, je veux dire, je sais pas moi, une couleur d'une bordure ou la taille d'un élément, tu peux les changer à la mano ou c'est que par IA et c'est que par, commentaire ou le prompt directement? Alors on peut faire par commentaire et prompt, mais il y a certains moments où j'avais du mal à faire changer que ce que je voulais OK. et il fallait vraiment que j'aille sélectionner le bloc où, par exemple, j'avais vraiment une mise en page qui me plaisait et même au niveau du texte, sauf qu'il y avait certains blocs de texte qui étaient de la même couleur que le fond. Donc ça, c'est un petit peu embêtant de ne pas pouvoir le changer directement à la main. Mais on peut aller sélectionner spécifiquement ce bloc de texte et dire bah mets-le dans telle couleur et ça le passe. C'est un peu dommage de faire ça par IA. Mais sinon, on peut quand même aller modifier du texte, modifier le contenu texte, mais on peut pas vraiment modifier sur partie bordure, taille de police. Peut-être que ça viendra après, mais là, c'était pas vraiment le cas. D'accord. Et parce que justement, alors le lendemain, il y a Cloud Design qui sortait, enfin le lendemain de l'épisode en tout cas qu'on avait tourné et quelques jours plus tard, je crois que c'était la semaine dernière ou bon, on a eu, Google qui a annoncé le format Design MD, enfin du coup design, en Markdown, à travers notamment, Google Stitch et où ils essaient de formaliser au final, si j'ai bien compris, justement un document Markdown avec tout le design system qui est directement dedans pour permettre d'avoir, ce design MD, le donner à d'autres IA pour qu'elles puissent aller bosser en ayant déjà le design system. Donc là, il va y avoir un point de justement qu'on va évoquer juste après, côté cloud design qui commence par te proposer de faire un design system avant d'aller faire des maquettes et des choses comme ça. Mais, dans Stitch, là, tu parlais justement des typos et ce genre de choses. Est-ce que quand tu arrives la première fois là et même que tu vas l'utiliser, tu commences par lui donner, justement des visuels, une charte graphique existante pour qu'il te crée un design system et ensuite qu'il aille, maqueter tout ça? Ou est-ce que c'était un peu l'inverse et tu lui files, n'importe quoi, il t'invente un design system et une charte graphique? Enfin, est-ce que tu as creusé un peu ces options-là ou? Les 2 sont possibles. D'accord. Sur, enfin, où je voulais vraiment de la liberté, j'ai un peu laissé, libre et j'ai proposé des inspirations de ce que j'aimais bien. Je suis allée faire des copies d'écran sur Pinterest et de me dire: «Bon, bah, j'aime bien tel style» et d'avoir une mise en page qui me plaît, mais comment est-ce que je peux la faire un peu varier pour sortir de ce qui est classique dans le vibe coding ou ce qu'on peut voir, beaucoup maintenant sur les landing pages, par exemple. Donc c'était, par exemple, d'aller faire des variations d'une page simple. Ce qui est aussi cool, c'est qu'on peut mettre un lien vers un site internet et il va le convertir, il va le remaqueter. Et à partir de là, on peut faire des variations d'un site internet. Et par exemple, je suis allée chercher certains styles qu'il y a en ce moment dans le design et tout ça, et j'ai copié, collé la caractéristique, enfin les caractéristiques de ce style, et je demandais 5 variations à chaque fois, et j'ai eu des résultats qui étaient très très surprenants. Et ça donne un peu des idées. Alors pour l'instant c'est gratuit, c'est aussi pour ça que j'ai pu me permettre de jouer comme ça. Mais sinon, tu peux aussi, en arrivant, déposer ta charte graphique, par exemple même les couleurs que tu utilises et tout ça, il va te faire un tableau avec tes couleurs, mais il va aussi te préparer un design MD que tu peux appliquer sur des visuels que tu as. Dire par exemple, bah, ce visuel, je veux appliquer ce style dessus, et tu peux te faire une bibliothèque de style comme ça, ce qui est assez cool. D'accord. Ah donc en fait, tu peux te faire en quelque sorte une bibliothèque de design system. Sachant Complètement. oui, pardon parce qu'on l'a pas, clarifié. Le design system en fait, c'est ce qui,
Une charte graphique, ça va être, justement, c'est ce qui va vous permettre d'avoir donc, bon, votre logo, mais aussi, la typo qui est utilisée, les couleurs qui sont utilisées, enfin voilà, l'ensemble des éléments qui définissent votre identité visuelle. Et le design system, ça va être un peu plus loin, c'est le fait de prendre cette charte graphique et d'en faire directement des éléments qui vont arriver dans un site web ou dans une application. Donc ça peut être, voilà, un bouton, une, un encart, un tableau, enfin des éléments graphiques comme ça. Et quand vous avez votre design system, c'est littéralement vous avez, le cumul de vos éléments de votre charte graphique avec la manière dont ils se transposent en éléments d'interface utilisables dans des applications. Voilà, donc là, le fait d'avoir plusieurs styles prédéfinis permet d'avoir, en quelque sorte, plusieurs design systems qu'on va adapter selon le besoin. Bon alors, le fait d'avoir plusieurs variantes de style, de prime abord me semblerait un petit peu abusé, mais là où je vois directement un intérêt, c'est le fait d'avoir directement ta palette, sombre et ta palette, lumineuse pour les sites justement qui alternent les termes, Oui, 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 OK. Parce que y a un truc aussi qui est cool, c'est que tu peux choisir déjà de faire une vue mobile ou une vue site, web et à partir de l'une ou l'autre, tu peux directement la décliner, en vue mobile, par exemple, ce qui est assez sympa et de pouvoir itérer dessus, de pouvoir, même voir ce que ça donnerait et je trouve que la conversion se fait plutôt bien. Il va pas juste, recompacter les éléments, ça c'est une vraie vue mobile et là, c'était sur le portail du Dernier Clic, il y a des vues, Kanban, bah, il les a pas mises en vue mobile donc mais voilà, la vue mobile, je me suis pas trop allée vers là parce que j'avais pas le design final, donc je voulais pas convertir pour rien et me retrouver à modifier deux vues à chaque fois. C'est aussi ce que j'ai fait par rapport au portail, c'est que avant d'arriver à un design qui me plaisait, j'ai pas généré les différentes interfaces parce que sinon ça demanderait de modifier avec l'IA, on n'arrive pas à récupérer exactement les mêmes déclinaisons. d'accord, ouais, il te fait des petites variations à chaque fois quand il te crée une nouvelle interface? Ça dépend comment tu le fais. J'ai eu des meilleurs résultats en allant dans dans la génération de variations et pas en passant par le chat qu'il y a en bas. Enfin, c'est une option qui est quand on clique sur une fenêtre, on dit Generate Variants. Et là, j'avais des meilleurs résultats que quand j'essayais d'expliquer en disant mais garde bien ces éléments-là et je veux juste que tu fasses varier ça. Et D'accord. à partir de là, je décrivais par exemple mes nouveaux écrans et je dis bah garde les couleurs, garde la police, garde. Alors il faut changer le contenu qu'il y a sur la page et la mise en forme. Et à partir de là, ça me gardait bien mes styles et je pouvais générer mes différents écrans. OK, intéressant et Et enfin même pour intéressant à savoir pour ceux qui jouent avec, hmm. notamment, une petite astuce. Après, je j'ai pas beaucoup passé de temps dedans, mais il y a eu des moments où j'étais assez frustrée parce que des fois, je demandais juste un petit truc simple et ça partait et ça modifiait des choses que je voulais pas que ça modifie. Mais par contre, dans les variations, surtout que tu as 3 niveaux de variation, tu as vraiment quelque chose pour affiner, il y a un peu pour enfin, modérer et pour réexplorer complètement d'autres styles. Donc des fois, quand je voulais même juste faire varier de la mise en forme pour du dashboard ou ce genre de choses, c'était vachement bien parce que ça me gardait vraiment mon style. Mais il modifiait les éléments, il modifiait l'emplacement, le type d'éléments qu'on affichait. Donc ça, voilà, je me suis dit, il y a plusieurs moments où je me suis dit, ah tiens, ça c'est sympa, je vais le garder. Et j'y aurais pas pensé. Et c'est cool. Par contre, un machin trop trop drôle, c'est que il y a plein de moments dans les variations. Alors, je pense qu'il s'appuie sur un corpus de pages web, enfin Google s'appuie là-dessus, mais il y a plein de moments où il va faire des pages web qui se sont pas bien chargées en design. C'est trop trop drôle. Ah ouais. Ah À ouais, un donc tu moment, te je sais retrouves plus, avec j'avais des parlé, ouais, des trucs, des pages grises, tu sais, vraiment avec le texte en bleu. Et à un moment, je sais pas, il a dû s'en mêler. Et puis j'avais des avatars sur ma page, enfin
pour même pour le dernier clic, pour la landing page, et à un moment, je me retrouve avec des images du film Avatar. Je me dis, oh là là, il est parti loin là. C'était trop drôle. Ouais. Ah oui, ok, effectivement, je m'attendais pas à ce genre de bug et de soucis. Ok. Et bon, donc t'as bien joué avec, tu t'as fait tes premières itérations, ça t'a permis d'avoir toute la partie inspiration graphique. Et après, t'as envoyé tout ça dans Cloud Design. Alors, Cloud Design, du coup, à quoi ça ressemble? Bah, c'est très bien. C'est très limité. C'est surtout ça. C'est pour ça qu'après, je suis retournée un peu sur Stitch parce que j'ai cramé mon truc de Oui, la alors, semaine dans Cloud Design trop limité vite. en token. Donc, juste pour qu'on recontextualise, Cloud Design, c'est je sais pas si on peut dire que c'est un nouveau produit, en quelque sorte, oui, proposé par Anthropic, donc qui s'inscrit dans la suite Claude. Enfin, je pense qu'on peut dire que maintenant c'est une suite, au final, avec les différentes moutures. Donc, vous aviez déjà Claude qui vous servait d'assistant en temps normal. Vous aviez en version web ou en version bureau. Ils avaient rajouté donc Claude Code qui est orienté développeur pour aller faire du développement assisté par IA. Ils ont rajouté début d'année, et on en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode de la semaine dernière, Cowork. Donc lui qui est là pour être votre assistant aussi sur le bureau et qui peut aller manipuler des fichiers sur votre ordinateur. Ils avaient rajouté, je crois qu'il y a une ou deux petites fonctionnalités, bon, hormis les parties briques comme les skills et ce genre de choses, mais il y avait Dispatch, mais bon, c'est pas vraiment une feature, mais qui est là pour piloter à distance depuis le mobile et permettre de lancer des choses du coup sur l'ordi. Et donc là, ils ont rajouté une brique supplémentaire qui est Cloud Design. Principe de départ de l'appli, c'est de se dire, vous êtes dedans, vous allez pouvoir donc créer un design system à partir d'une identité graphique, et une fois que votre design system est dedans, vous allez pouvoir faire plusieurs types de projets, donc des maquettes, je crois qu'il y a des présentations type PowerPoint, ce genre de choses, des wireframes, donc c'est les maquettes qu'on va dire en fait, comment dire? Vraiment allégés, enfin qui sont là sans les éléments graphiques. C'est plus pour avoir une idée de l'assemblage et du visuel et de l'agencement des informations. Heu, Théoriquement, dans un maquettage, on fait d'abord un wireframe avant d'aller se dire, enfin voilà, pour avoir une idée de où on va mettre l'info avant d'aller transformer ça en vrais éléments visuels, jolis. Et avec aussi un parti pris de se dire, en fait, voilà, votre design system, vous allez pouvoir en faire plusieurs, mais le but, c'est de mettre celui de votre entreprise à la base, et que toutes les personnes qui bossent, voilà, avec un cloud design arrivent, et quand elles vont créer, une nouvelle présentation, une nouvelle page, et cetera, ça récupère automatiquement le design, du coup, le design system de la boîte, et que ça vous fasse un truc qui est bien charté, qui correspond, au visuel attendu de l'identité graphique. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est ça. Et tu parlais de limite juste avant, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il a une contrainte qui est un peu forte, c'est qu'il est intégré donc à la suite Cloud, mais il a sa propre gestion de consommation et de limite d'usage. Et elle est quand même très basse aujourd'hui. Alors, petite astuce quand même, si jamais vous commencez à jouer avec Cloud Design, tout en bas, enfin, bon, alors c'est un peu planqué par rapport aux autres produits cloud, mais vous avez la possibilité de changer de modèle. Et donc, vous pouvez passer sur du Sonnet au lieu de rester sur du Opus qui, par défaut, va taper très très fort dans les tokens, et vous consommez la limite d'utilisation très vite. Et personnellement, je l'ai essayé avec Sonnet et ça a bien marché. Après, j'étais reparti d'éléments existants et j'ai itéré, donc peut-être que pour la création pure, c'est peut-être mieux Opus au début. Mais, euh, mais voilà. Même plutôt, je rajouterais ne pas hésiter à aller dans un chat Claude basique au départ pour étirer sur les idées, que ce soit avec du Opus ou du Sonnet, parce que là on n'est pas sur la même limite, et jouer avec les artefacts de Claude. Parce qu'il y a C'est vrai. déjà des visualisations qui sont très bien, et pour déplacer ces éléments et tout ça, enfin voilà, sachant qu'en plus après on peut exporter le HTML et aller le mettre dans Design, mais en ayant déjà une base. Je pense pas que Design, alors si avec Wireframe, mais là avec les limites qu'il y a, je pense que c'est pas ultra pertinent de partir de zéro dans Design. Enfin, c'est bien d'avoir déjà une première idée et pourquoi pas itérer avec les artefacts, et ça sera largement suffisant. Après, ce qui est bien aussi dans le design, c'est qu'il y a des skills de front-end, de vraiment pour rendre le
Même tout ce qui est prototypage, il y a un skill de prototype qui est pas trop mal aussi. On peut aller les rajouter ou se faire ses propres skills, hein, aussi. Ah, alors j'ai même pas vu ça, tu vois? Moi, je l'ai utilisé en natif et en partant du principe qu'en natif, il intégrait déjà justement des skills, donc des compétences là orientées, design. J'ai eu Je l'impression que pense, c'était le oui. cas. Après moi, je l'ai utilisé. Alors désolé, on a eu un petit bug de connexion, donc je reprends et voilà, ce sera peut-être pas très fluide par rapport à là où j'en étais. Ce que je voulais vous dire donc, c'est que le design system, j'ai procédé en 2 temps. Avec tout d'abord, en gros, bah, j'ai utilisé ma charte graphique existante. Je l'ai donnée à Cloud Design pour qu'il m'en fasse un design system et à partir de là, j'ai aussi récupéré mon ancien site qui était, voilà, que j'avais fait sur Software et pour lequel ça a été un peu galère de récupérer. Mais en gros, j'ai récupéré voilà, les grandes lignes, j'avais pas tout, mais j'avais un peu la maquette en quelque sorte de mon ancien site web que je voulais migrer justement et refaire en développement complet, assisté par IA. Et donc j'ai donné ça à Cloud Design et en fait, du coup, je lui ai demandé de faire un mix entre mon design system existant, mais qui est basé sur une charte graphique un peu ancienne et du coup ma maquette de site web. Et c'est une fois qu'il m'a fait ça, qu'il m'a refait du coup un premier jet, que j'ai commencé à itérer pour ajuster, un certain nombre de choses. Voilà, ce qui fait que j'ai eu cet usage en 2 temps. Là où toi, du coup, quand tu l'as lui as injecté le enfin le Stitch, ce que tu avais récupéré depuis Stitch, tu as quand même fait un design system avant de créer ça ou juste tu lui as donné les visuels, tu as Ouais, attaqué directement le projet? j'ai dit, «Vas-y Opus, 4.7, montre-moi ce que tu sais faire et puis, voilà le logo, voilà la couverture, du podcast, voilà ce que j'ai fait dans Stitch, vas-y, fais». Et il a fait. Non, j'avais quand Sois même fort. remis ton PRD aussi. Hem, Mmh. donc c'était surtout je pense pas avoir mis tous les écrans, Ah oui, dans alors Stitch, dans Design. Heu, pour remettre parce que le PRD, tu l'as mis directement dans Design ou tu l'avais, repassé avant par Claude classique? ah non, Non? non, directement dans Design, Ah oui, j'ai ah il y a une dit, caisse quand même. «Voilà ce qu'il faut faire. Là, je te mets un exemple d'un écran que j'aime bien, que j'ai fait dans Stitch. Ça, c'est les couleurs du podcast, machin, enfin et puis à partir de là, génère-moi les différents écrans». Mmh, mais avant même d'avoir généré les différents écrans, je pense que j'avais déjà un tout petit peu itéré sur, le style, du portail et une fois que ça m'avait plu, je dis: «Bon, bah, maintenant je génère, les 5, 6, 7 autres écrans» et il me l'a fait au niveau du proto, quoi. Bien. Et oui, parce qu'on désolé, on vous redonne un peu les briques dans le désordre par moment, mais là, parce qu'on vient de parler de PRD, donc en gros, c'est le document de spécification produit, puisque là, l'idée, c'est de faire en fait une application interne pour nous, pour la gestion du podcast et pour pouvoir après gérer les invités voilà, qui participeront à certains épisodes. Donc pour ça et vu que voilà, je vais le développer, j'ai pris dans l'ordre en fait de poser un petit peu tout ça justement dans un document, enfin dans plusieurs documents avec notamment les flux utilisateurs et en gros le parcours utilisateur de ce qu'on doit faire. Ce qui permettait de dégager un petit peu les différentes fonctionnalités, les différents écrans dont on allait avoir besoin. Lulu a pris ça, à partir de là, elle est partie dans Stitch, c'est là où elle a pu faire un premier jet du coup voilà, dans Google Stitch et de faire déjà des premières interfaces et d'aller jouer avec le style et de trouver ce qui lui correspondait, d'itérer pas mal. Et après, quand elle a renvoyé ça dans Cloud Design, elle a remis ce document de spécification pour qu'il recrée du coup les différents écrans. Et après, j'en ai déduis que c'est là, une fois qu'il t'a fait un peu la maquette complète, que tu allais encore affiner sur la maquette. C'est ça, parce que ça, c'était un des soucis qu'il y avait dans le prototype de Stitch, c'est qu'il avait pas été forcément trop loin au niveau des interfaces quand on clique sur certains boutons qui sont pas juste des changements de fenêtre. Et là, dans le design, bah, c'était pareil, sauf qu'à un moment, bah, j'ai juste dit: «Bon, bah, maintenant identifie tous les éléments cliquables qui ne mènent pas à d'autres interfaces et crée-les». Là, ça m'a permis vraiment d'aller beaucoup plus loin et d'avoir un HTML, bah, un prototype qui était quand même super propre et dans lequel tu pouvais déjà pas mal tester. Mais après, je suis quand même
reparti et il y a plusieurs fois où j'ai demandé à Opus, d'améliorer l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, en expliquant un petit peu comment est-ce qu'on travaillait, comment est-ce qu'on itérait sur les podcasts et il y a eu pas mal quand même de discussions et de, petits petits affinages, D'accord, ouais, mais à chaque et comment dire? J'allais dire à chaque fois là, quand tu commentais pour améliorer, l'interface, c'est toi qui lui disais: «En termes d'utilisation, je veux plutôt ci ou ça», ou tu lui expliquais comment on s'en sert actuellement ou ce que tu envisageais et juste lui, il se débrouillait? Enfin, ma question est pas un claire, mais peu. Oui, non, mais je vois, mais c'était un peu des 2. Soit j'avais vraiment une idée très précise de me dire: «Je veux vraiment ça», soit je voulais pas forcément trop, trop l'emmener dans une certaine direction, sachant que j'ai pas forcément trop d'expérience en UX et UI et je me suis dit: «On va juste lui demander de faire mieux ou de trouver les points d'amélioration en essayant de suivre le parcours utilisateur quand il se connecte, au moment où il va ajouter et puis rien que là, il peut déjà trouver des petits points de friction et là où c'est quand même assez bien, c'est qu'il va poser des questions pour demander: «Est-ce que tu préférerais de telle manière? Est-ce que» donc c'est très guidé quand même. Mais après, je me demande aussi si, par exemple, le design system, pour pas cramer, du design, même si ils vont changer, hein, là, je pense que c'est parce que le produit est encore, tout jeune, ils explorent un petit peu. Mais je pense que Claude, en chatbot, serait très bien capable de te générer le design system que tu vas mettre dans design. alors ça, je suis pas d'accord. Pour avoir, enfin, techniquement, oui, il peut le faire, mais pas d'accord dans le sens, je pense que tu y passes beaucoup plus de temps pour avoir un truc qui soit propre, adapté en termes de responsive, adapté en termes de bonne déclinaison. Parce que là, je revois le moment où je lui ai donné juste les éléments, tu vois? On la cherche les couleurs et cetera, les typos et il m'a quand même fait un design, complet, fonctionnel sur du responsive en quelques minutes. Mais je veux dire, j'avais mon design complet, tu vois? Avec aussi une interface, il te fait un kit UI avec les différents éléments pour te montrer, bah, voilà, à quoi ça ressemble, un menu, un bouton, enfin, en gros, tu as une page de site web directement avec le truc et derrière, tu as tous les éléments, mais tu as aussi, les éléments, tu vois? Genre le bouton avec la déclinaison haut survol, ombré, sélectionné, annulé et et ainsi de suite et là-dessus, tu peux le faire, mais je sais que chaque fois que j'ai fait des choses comme ça en artefact, dans Claude, alors c'était encore enfin, du coup, c'était très simpliste et pour faire les déclinaisons de chaque chose et de manière propre, c'était enfin, ça demandait pas mal d'itérations. Alors que là, sur un one shot, il arrive quand même à te sortir quelque chose qui est complet, fonctionnel, qui est pas forcément parfait, mais que tu vas pouvoir, tu vois, améliorer. Mais tu sens qu'il y a une partie design qui est vraiment beaucoup plus poussée dans le produit. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, hein. Peut-être que c'est pas le cas et que du coup ça je suis bien tombé moi sur, tu vois, sur mes tests et mes itérations et que ça serait pas aussi pertinent, avec d'autres choses. Mais, ouais, après si tu as pas de enfin, entre guillemets, si ta limite d'utilisation, tu l'as déjà cramé sur ton cloud design que tu dois attendre une semaine, bon, autant peut-être, avancer un peu et déjà tester des choses dans Claude, pour les boutons, Non, pour ce je genre de choses. Mais, pensais plus, tu vois, par exemple, prendre une, référence de design MD et de mettre en entrée dans ton Claude, voilà mes différents, éléments graphiques, voilà une copie, par exemple, de mon site internet et de faire une première itération qui décrit tout et ensuite de partir dans le design avec cette base. bah, si tu en viens à créer ton design system à partir de ça. Tu peux le faire quand même Oui. parce qu'en fait, quand tu crées ton design system, tu restes relativement libre. Par défaut, il va te demander, bah, ta charte graphique existante. Tu peux même le connecter à un dossier GitHub, mais, et ou lui donner justement des zips, des fichiers, enfin bref, tu donner ce que tu as sous la main. Mais tu pourrais très bien partir exactement de ce que tu viens de dire, tu vois, d'un travail préalable et de créer ton design system à partir de là, le modifier un peu et ensuite aller construire tes produits. Donc je pense je suis pas revenu, tu vois, le triturel design system depuis et je sais que j'avais des choses qui ont changé du coup sur mon site web quand je l'ai remanié. Peut-être que je reviendrai en arrière, tu vois, pour mettre à jour le design system, mais
ça reste, je pense que la bonne approche en tout cas, une fois que tu as trouvé un peu ce que tu veux et si tu as pas l'identité visuelle et tout ça, Oui, oui, oui. c'est d'aller jouer, dans Stitch effectivement, d'aller jouer dans le cloud, de te faire un premier jet un peu potable, enfin un peu sympa et ensuite de créer ton design system avec et ton design system du coup de le réutiliser parce que le fait qu'il soit déjà existant fait que toutes les maquettes et tout le travail que tu vas faire derrière dans Cloud Design, bah, c'est des composants réutilisables donc du coup c'est tu consommes moins, c'est plus fluide, même si et justement je trouve ça d'autant plus intéressant, tu vois, aujourd'hui, de se dire que ton identité visuelle, paradoxalement, tu vois, que Cloud Design et ce type d'outil va être, peut être en tout cas très intéressant pour des designers pour maqueter des sites web et ou des applications avec à leur sauce. Mais, mais je trouve que l'identité visuelle en elle-même a toujours autant de sens, tu vois, à être faite par des personnes, vraiment et par des graphistes. Puisque derrière, bah, en fait, si tu as des ça te correspond vraiment à la base. Même si voilà, à la limite, vaut mieux payer, tu vois, la presta Ah d'un oui, oui. graphiste ou d'une graphiste pour l'identité visuelle, arriver là-dedans, la filer à Claude pour qu'il t'en fasse un design system et qu'à partir de là, tu puisses aller bosser sur ce que tu veux et d'avoir un truc qui te correspond et tu vois, qui soit un peu différent justement de enfin voilà, en termes Ah oui, oui, non, complètement d'accord là-dessus parce que bon, le graphiste, ou la graphiste, va pas juste faire un logo. Il va y avoir toutes les déclinaisons et le logo, c'est qu'une petite partie, mais c'est aussi, bah, qu'est-ce qui va s'afficher en miniature, en haut de la page, quand il sur les onglets? Qu'est-ce qui va enfin, voilà, c'est aussi les différents boutons qu'on peut utiliser, ça peut aller assez loin ouais, puis c'est la réflexion de et marque derrière aussi, tout mmh, simplement. ah complètement et pour moi, là, les résultats avec l'IA sont vraiment pas probants. Parce que, bah, il y a toujours cette chose de se dire: «Oui, mais j'arrive quand même à sortir quelque chose», mais les gens ont du mal à exprimer leurs besoins et le travail, bah, d'une personne, c'est de convertir l'expertise qu'il y a et ce que la personne sous-entend qu'elle veut en quelque chose qui lui correspond même de manière créative, enfin, et que l'image lui corresponde bien. Ouais, mais après, Ah si je sais j'avais ouais. non, vas-y, dis-moi? Non, non, je réfléchissais si j'avais remarqué d'autres choses. Un truc qui avait pas mal marché avec Stitch, hem, bah, justement, j'avais essayé un peu de reprendre ta landing page, de Softer, mais ça marchait pas des masses parce qu'il y avait énormément de blocs vibe codés, donc ça récupérait très, très mal. Alors ça, c'est un problème lié à Softer en lui-même. Hem, Parce que alors oui, c'était que des blocs byte codés, mais effectivement, c'est pas ça le souci, c'est la manière dont, Softer, te sort ça en fait est prévu pour te le sortir, dans un format applicatif, pas dans un format, site web, qui est adapté en HTML, CSS que tu vas récupérer facilement et même moi du coup pour récupérer mon contenu, j'ai galéré. J'ai dû repartir dans Softer, aller sur chacun de mes blocs byte codés, récupérer le code source, directement, le donner et ainsi de suite, tu vois? J'avais pas d'export, j'avais pas de façon, simple et les IA quand tu leur donnais, tu leur disais d'aller lire la page, Non, elles ça voyaient marche que pas. des bouts et si tu récupérais le code source directement, il manquait aussi des choses parce qu'il y a des choses qui étaient interprétées dynamiquement et du coup qui pouvaient pas être extraites, simplement. Donc ouais, ça, Bah, justement, moi, ce qui a plutôt bien marché parce que, bah, je voulais y arriver à récupérer, tout ça, mais c'était de faire il y a des extensions Chrome qui permettent de faire ça, mais de faire une grande capture d'écran et par exemple, j'ai donné ça à Stitch en me disant de retranscrire ça en HTML et en gardant strictement les composants. Alors, il y avait des variations, mais les blocs de texte étaient toutes les parties étaient bien là et honnêtement, je pense qu'en mettant ça dans Claude, juste une grande capture d'écran, il arrive à ressortir, le HTML sans trop de problèmes. Comme je vois comment Stitch avec, c'est quel modèle? Gemini Flash? Me l'a sorti. Honnêtement, ça se fait très, très bien. bah, je pense que tu auras toutes les grandes lignes, mais tu auras pas forcément les nuances. Je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses, il y a tout ce qui se fait au hover, enfin, pardon, au survol ou aux micro-animations ou des choses comme ça. Ah Ou oui, des détails, tu vois, tu en as pas forcément partout, mais tu vois, les espèces d'effets de transparence, de glaçomorphisme et ce genre de choses. Je pense que sur un HTML à plat, je sais pas si enfin, sur des captures d'écran à plat, je sais pas s'il les détecte vraiment bien toutes ces nuances.
Je suis pas sûre, mais est-ce que c'est pas mieux de récupérer déjà toute l'architecture avec tous les blocs qui sont bien là et Oui. après d'aller par exemple dans design et reprendre ton site? Mmh. Enfin, ça peut être un C'est vrai. moyen de le récupérer et au moins et au moins réavoir toute cette architecture que tu peux perdre. Je pense que c'est plus simple de rajouter des effets après coup en te disant, Oui, surtout oui, que c'est vrai, si en c'est plus sûr. tu mets du front-end, le skill de front-end, bah, je pense qu'il peut refaire les choses bien et puis même peut-être pourquoi pas l'améliorer hein, aussi. OK, merci déjà pour ce petit retour. Ouais, j'avoue que je j'ai pas remis les mains depuis là que j'avais migré mon site. Je serai amené à le refaire, on en reparlera. Je pense au design et je suis assez curieux de voir justement aussi comment ils vont gérer, la partie, consommation d'utilisation. Est-ce que ça va devenir un produit payant à part? Est-ce qu'il va rester dans la suite cloud et auquel cas l'abonnement il va augmenter, aussi parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de choses dedans? On aura l'occasion d'en reparler. Et toi, tu l'avais tenté le passage direct dans Claude Code, de dire passer ce projet dans Claude Code ou tu l'as Ouais, pas ça a fait? pas marché. Enfin, ça va marcher. Oui et non, ça a pas marché à travers le bouton. Chose que j'ai trouvé un Ah, peu ok. con. Parce qu'en fait, il te permet de l'envoyer théoriquement, mais Claude Code n'arrivait pas à se connecter à mon projet, Claude Design. Donc j'ai fait différemment, j'ai exporté en parce que tu as quand même l'option pour exporter en zip avec le bout de code dont tu as Mhm. besoin. Donc tu peux mettre des instructions complémentaires et là, par contre, en lui filant le zip et les instructions, là, il a pu me le récupérer et voilà et après j'ai pu aller développer. Il m'a bien repris le truc. Il va te refaire ensuite, du coup, toute la maquette en format web que tu peux monter et faire tourner, justement en local dans ta page de navigateur et après tu peux évidemment, refaire des retours de design et des choses comme ça, mais au moins le gros du taf est fait et ça évite d'avoir à itérer dans Claude Code sur de la partie design parce que c'est pas là où il est le meilleur, c'est pas le but premier de l'outil, quoi. Bah, je pense que c'est pour ça qu'Anthropic a sorti Design aussi, parce que on va dire que Claude Code est, enfin, il n'est pas connu pour briller en termes de design, hein. Ça se reconnaît partout, c'est toujours la même chose. Et je me dis qu'en itérant, bah voilà, sur du design, on peut un peu pourrir le code qu'il y a aussi derrière et rajouter, enfin, faire du spaghetti, quoi. Donc c'est sûr que si on peut s'épargner ça, c'est mieux. Ouais, non et puis, enfin bref, ouais, après ça tourne en local et cetera. Là-dessus, Cloud Design est quand même bien pensé. Effectivement, je pense que ça comble un trou qu'ils avaient dans la raquette et de toute façon, l'étape d'après, alors ça, on verra quand est-ce que ça arrive, mais l'étape d'après, ce sera très probablement de proposer un produit unifié à la Lovable qui te permet d'avoir dans une seule application, dans un seul produit, la partie visuelle, la partie, développement et de gérer tout ça. Voilà, c'est vrai que c'est un peu plus qu'en rumeur, hein, ça a plus ou moins fuité à plusieurs moments. Et la question se pose de, bah, quand est-ce que ça va débarquer? Dans un mois, dans 2 mois, dans 6? Vu le rythme, à laquelle ils envoient des nouveautés et c'est, hier, où ils ont ajouté des connecteurs, pour la partie 3D là notamment, pour se connecter à Blender, des choses comme ça. Donc bon, ils ont pas fini de mettre le bazar sur le marché, ouais. Prendre le monopole. C'est quoi ta stack, Claude? Ouais. Bah, ouais, mais C'est- on est pas mal dedans, hein. Et ce qui m'amène justement à une question, parce qu'on en avait parlé pas mal sur le premier épisode côté outils d'Obsidian et j'aimerais bien ton retour dessus, depuis, parce que je sais que tu continues à l'utiliser. Est-ce que enfin voilà, par rapport à la dernière fois dont on a parlé, est-ce que tu en es toujours contente? Est-ce qu'il y a des limites que tu as vues ou des points de friction ou au contraire, tu t'en sers de plus en plus ou quel est ton feedback un peu dessus? J'ai pas forcément continué à beaucoup mettre d'autres fonctionnalités dedans. C'est un très très bon bloc-notes. Je prends bien mes notes dedans. Il n'y a pas d'envie d'aller rajouter plein d'éléments. Voilà, c'est du texte et c'est vrai que j'ai tendance à vouloir me diriger de plus en plus vers juste du markdown et revenir à des choses ultra simples comme ça, enfin, que ça soit pour utiliser avec de l'IA ou juste pour moi en termes de résilience. Parce que bon, bah, au moins le fichier texte, ça prend pas de place. Ça demande de pas non plus stocker
des informations sous toutes ces formes et même pour juste faire du contrôle F, ça reste, beaucoup plus simple que juste, stocker des captures d'écran, plein de PDF et ça me force un peu à me dire qu'est-ce que j'ai envie de garder dedans et comment est-ce que je peux le placer avec des mots. Mais sinon, je suis pas encore allée vraiment plus loin, je suis contente de juste l'application comme ça. J'ai juste aussi pour y avoir accès depuis mon téléphone, je passe par leur solution à eux. Même si à terme, pourquoi pas je crois qu'avec iCloud, on peut juste mettre son coffre-fort sur iCloud et gratuitement, tu le récupères entre Mac et iPhone, par Ouais, exemple. a priori, ben, alors déjà, je sais qu'il y a je sais pas, un utilitaire, un outil, AirSync, je crois qu'il s'appelle, qui permet déjà d'avoir de la vraie sauvegarde, entre guillemets, poste à poste. Donc la seule contrepartie, c'est qu'il faut que tu aies au moins 2 appareils connectés en même temps sur le même réseau pour pouvoir, effectuer la copie d'un côté à l'autre. Mais bon, a priori, en fait, si tu as au moins Obsidian sur le téléphone et même si tu as 1 ou 2 ordis, bah, la seule contrepartie, c'est d'avoir Obsidian qui tourne sur le téléphone en même temps que tu es sur l'ordi ou ce genre de choses pour avoir, l'info qui circule des 2 côtés. Donc tu as Sauf si tu passes par un cloud. C'est oui, mais avec AirSync, je dis avec la petite ah! appli OK, pour oui, rester oui. justement qui te Mmh. permet d'avoir en gros même de la sauvegarde locale sans avoir une solution de cloud quelle qu'elle soit et donc voilà, ça j'ai vu que ça existait, c'est intéressant et sinon effectivement, il y a l'approche cloud puisque par défaut de toute façon Obsidian, c'est grosso modo, c'est un dossier que tu colles sur ton ordinateur. Donc si C'est tu l'as ça. dans un iCloud, dans un Drive, moi je me posais la question justement côté Proton Drive, si je le mettais pas dans un dossier Proton commun aux 2 postes pour avoir, mes synchros dessus. Et l'avoir aussi en accès sur mobile, donc c'est vrai que c'est intéressant. La seule contrainte, donc là, j'ai commencé à justement à regarder un peu Obsidian, j'ai pas encore fait le enfin voilà, je l'ai pas encore essayé. Mais, il y a un des points qui m'embêtait un peu, c'est le fait que, je veux après tu es obligé de le donner en enfin si tu veux le donner en accès à ton LLM, à ton IA, ce sera forcément à travers du local. Donc typiquement, un cloud web ne pourra pas y avoir accès. À moins d'avoir des dossiers qui sont dans des repos GitHub et cetera, mais bon, même ça, c'est un peu, voilà, un peu bricolage. Enfin, pas bricolage, mais c'est pas idéal et tu vois, tu as pas ce truc de en fait, ton cloud, peu importe que tu sois sur n'importe quel ordi où tu es, même si tu es, sur un ordinateur distant, dans un cadre de travail et cetera, tu vas accéder à de l'information. Aujourd'hui, tu vas chercher bon là, aujourd'hui, je l'ai sur Fibery et ça marche très bien, je peux aller chercher de l'info là. J'essaie d'utiliser très peu l'approche, récupération et action sur du Fibery à travers les IA parce que ça passe par le MCP et ça crame énormément de tokens et de consommation pour pas grand chose. Donc les actions, je les fais rarement. J'ai plutôt tendance limite à copier-coller des fois des artefacts directement dedans. Mais n'empêche que pour la lecture, ça dépanne et voilà, donc Mais c'est un par côté utile, exemple, mais alors, pas forcément un Google Drive, mais équivalent, qui peut être intégré ou tu as une intégration à Claude et le mettre dessus, par exemple, ça serait pas envisageable? Avec une Dropbox ou j'ai pas été revoir les intégrations qu'il y avait, j'ai pas regardé, je pense qu'il y en aura pas côté Proton Drive, de toute façon. Donc et tu peux créer un MCP à partir de Proton Drive? non. Non. Et non, c'est pour ça, alors c'est pas forcément bloquant, parce qu'en vrai, là où je vais vraiment utiliser, l'IA, moi, ça va être sur, ordi. Mais ça m'est déjà arrivé sur mobile de me dire: «Ah oui mince, il y avait tel truc, j'aimerais bien, voilà, là j'ai un temps de battement, j'ai une demi heure où je dois attendre quelque part» ou ce genre de choses. Beh, je vais regarder, je vais essayer d'avancer un petit peu sur tel sujet et l'information elle est dans mon Fibery donc j'aimerais y avoir accès, tu vois? Alors après, si j'ai Obsidian sur mobile, je pourrais aller juste lire l'information et la mettre dans un projet, ça marche aussi. C'est pas bloquant, tu vois? Mais Ça ou ouais, ou mettre sur un ouais, GitHub après et je sais qu'il y en a pas mal qui s'en servent aussi comme ça d'Obsidian. ouais, mais j'ai un problème sur Cloud Web moi avec, GitHub. Ça marche très bien avec Cloud Code, mais sur le web, quand je vais pour choisir un de mes dossiers, il me voit pas. Je peux rien sélectionner. J'ai pas investigué encore d'où ça vient, parce que pour l'instant, j'en ai pas eu l'usage vraiment sur du web. Je m'en sers vraiment, pour la partie Cloud Code. Mais bon, je comprends pas d'où vient ce bug. Tu as la petite fenêtre de sélection, tu ouvres et en fait, il y a rien dedans, donc je peux pas aller piocher dedans, c'est un peu con. C'est vrai que enfin moi pour l'instant, j'essaye vraiment de séparer la partie, consultation. Si je vais me servir d'un LLM, je pense que je vais me poser la question avant de ce que je mets en contexte
et aller prendre les parties, quitte à exporter, juste en Markdown, la page qui m'intéresse dans mon Obsidian et le mettre dans mon LLM, mais j'ai pas encore passé le pas de mon LLM consulte tout mon coffre-fort et peut écrire dedans. Pour l'instant, je garde ça séparé et voilà, donc ça peut aussi être une piste et ça rend la chose un peu plus intentionnelle. Et je pense que du coup, tu te crames peut-être un peu moins de tokens aussi via un MCP où il va essayer de trouver l'information au bon endroit, surtout s'il y en a Ah oui, pas mais je mal. suis d'accord. Mais en fait, enfin, voilà, d'un côté, c'est un avantage parce qu'effectivement, ça pousse à une bonne utilisation et une bonne gestion du contexte, parce que tu es obligé de réfléchir à quelle information tu veux lui mettre à disposition. Mais il y a des cas où, justement, tu es dans ton projet, tu es dans ta conversation et tu veux accéder à l'information, mais ouais, tu peux aller chercher un mano à côté, mais je sais plus. Je sais que j'ai eu un cas où ça m'a fait tiquer. Là, je m'en rappelle plus trop. Sachant qu'en plus, tu peux personnaliser la recherche dans Obsidian pour que ça aille chercher certains dossiers de manière préférentielle. C'est pas juste un simple contrôle F. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment cool pour. Je crois que tu as même aussi des add-ons qui te permettent d'aller plus loin dans cette recherche et tout. Donc, Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des extensions que tu recommandes ou que tu utilises avec Obsidian? bah moi, j'ai l'extension pour Readwise, pour faire la synchronisation aussi. Sinon, j'ai essayé de pas trop en mettre. Qu'est-ce que j'ai dedans? Je crois que c'est surtout de l'affichage. Je crois que c'est une bibliothèque, enfin, mathématique ou de diagrammes, mais qui permet d'afficher, par exemple, tout ce qui va être Mermaid, qui est affiché des diagrammes partie là, et sinon, aussi une extension qui me permet de faire un peu à la Notion, où quand tu crées un dossier, ce dossier est aussi une page. Et comme ça, je peux écrire dans mon dossier. Au final, il me crée juste une nouvelle note du même nom que le dossier, mais dedans, je vais mettre mes liens vers les autres pages, vers chaque page qui est dans ce dossier, et puis ça me permet de me repérer. Mais là, comme ça, c'est à peu près. Je pense que j'en ai d'autres, mais c'est surtout de l'affichage. D'accord. J'ai commencé à regarder un petit peu, mais enfin, pas dans le détail des extensions, mais j'ai commencé à regarder un petit peu, avec Claude, comment je pourrais migrer mon système Fibery, vers potentiellement du Obsidian et je me tâte encore. Parce que, Ah, il y a en fait, Fibery, j'en suis TaskForge aussi. Très très bien parce que là, tu peux créer des nouvelles tâches et automatiquement, peu importe la page où tu crées ta tâche, ça va dans ta base de données tâches et en même temps, il est rattaché au projet dans lequel tu as créé ta tâche. Et ça, c'est OK, intéressant. assez cool. Et t'as plein de trucs, enfin même pour traquer, enfin il y a vraiment aussi la distinction due date, et ils sont allés assez loin et tu as l'application mobile qui lit ce format de tâche qui est très très bien, gratuite aussi. Enfin voilà, c'est aussi ce que j'aime bien avec cet écosystème, c'est que c'est des gens qui développent et qui mettent ça à la disposition de tout le monde. Et vous voyez, pas du tout aller sur l'IA. C'est vraiment le parti pris de la boîte de se dire c'est vous qui choisissez. On va pas mettre ça en place parce qu'il y a des utilisateurs qui en veulent pas du tout. Donc, c'est vous qui choisissez. On verra si ça dure, mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est une bonne chose. Bah, très bien, là, on a déjà fait un petit tour. Je veux juste finir moi par un petit mot, rapide, mais sur, parce que j'en avais parlé l'autre fois du fait que j'allais, tester Linux sur mon ordi portable et c'est fait et j'avoue que pour l'instant, je me régale. Alors, je vais pas mentir, l'installation a pas été fluide, hein, clairement. J'ai eu plein de galères à l'install, parce que, en fait, j'ai bataillé parce que la distribution bon, déjà, j'ai choisi Ubuntu parce que c'est une distribution qui est accessible, très connue, très soutenue et donc passer à avoir un Windows, un Linux sur la même machine et je voulais pas aller sur du Linux, très technique, très dur, orienté développeur. Je voulais rester sur quelque chose quand même qui se prend en main facilement et puis j'avais déjà eu du Ubuntu il y a quelques années donc j'avais bien aimé l'écosystème et mais il s'avère que j'avais pris une version, donc les versions dites LTS pour Long Term Support, qui sont plutôt destinées justement à un usage entreprise. Tu en as une qui sort tous les 2 ans de version
Et après, en fait, cette version-là, tu la mets et elle a du support pendant 5 ou 10 ans, je sais plus. Je crois que c'est du support étendu, ça doit être 10 ans et 5 ans pour le support standard. Et voilà, donc ce qui est intéressant, en gros, voilà, tu t'assures d'avoir une distribution peut-être un peu plus stable. Le problème de ça, c'est que ma machine portable, mon framework était un peu trop récent et du coup, il avait des incompatibilités matérielles avec cette version-là. Et voilà, ce qui fait que j'ai eu plein de bugs pendant l'installation et enfin bref, je suis bien embêté jusqu'à prendre finalement la dernière version, grand public, on va dire, pas typée entreprise, qui elle change tous les 9 mois, il me semble. Je crois que c'est ça, tous les 9 mois. Et là, c'était très chouette et là, j'ai migré, il y a quelques jours, sur la version entreprise qui vient de sortir, justement la version de tous les 2 ans. Il y en a une qui vient d'arriver là, il y a une semaine, quelque chose comme ça. Et voilà, et pour l'instant, c'est un tel, apaisement, j'ai envie de dire, par rapport à du Windows. Parce que la machine, elle démarre en 2.2. En termes de ressources, ça consomme rien. Enfin, pour donner une idée, gens qui nous écoutent, à qui ça pourrait parler, mais en gros, sur la partie mémoire vive, donc sur, cette machine-là, j'ai 32 gigas et mon Windows au repos, donc vraiment sur le bureau quand je fais rien et que j'ai juste, le drive et le VPN qui tournent, il tape déjà 10 gigas sur les 32 et la même chose avec Linux, il m'en consomme 2. Voilà. Donc après, même quand je travaille et que j'ai plein de choses ouvertes dans tous les sens, en fait, ça consomme rien. Donc en termes machine, je suis très, très, très large. En termes de batterie aussi, j'ai gagné. J'ai gagné, bien, je pense j'ai gagné 3-4 heures facile d'autonomie. Ouais, c'est ça, je dû passer de 7-8 heures à 10-12 selon après selon ce que je fais et selon si je suis en mode nuit ou pas, mais globalement, ouais, j'ai gagné plusieurs heures. Je me posais la question, tu vois, justement, de l'utiliser là maintenant et de l'avoir installé, si c'est quelque chose que je conseillerais à, entre guillemets, «à tout le monde», tu vois? Bon, quelqu'un qui a un usage bureautique de base. J'ai des réserves, alors, pas des réserves sur le fond parce que je pense qu'une fois qu'il est bien paramétré, que tu as tout ce qu'il faut dessus, tu dois pas avoir à te poser de questions, souvent, tu vois? Tu pourrais le mettre dans les mains de quelqu'un, qui a un usage basique, avec son navigateur web, ses mails qui va regarder 3 trucs en streaming et je pense que ça se passera à merveille. Mais par contre, il y a encore le cadre, là, je vois que je mets encore régulièrement les mains dans le terminal et donc en ligne de commande. Alors sur des usages, parce que c'est très typé là, quand je vais faire du vibe coding, voilà, donc qui implique d'aller, enfin, c'est normal pour ce usage-là que j'ai à faire des manips. Mais j'ai eu le cas aussi juste pour des petites mises à jour ou 2-3 petits programmes, tu vois? Qui étaient pas installables normalement, enfin normalement, sans ligne de commande. J'avoue que je vais continuer et je pense que d'ici la prochaine fois, il y a bien moyen que j'ai collé aussi du Ubuntu sur ma machine de bureau. On verra. Là, j'ai pas pris le temps parce que quand je suis dessus, c'était pas ma prio et je pense qu'avec le matériel que j'ai dessus, il y a moyen que j'ai plus d'embêtements. On verra. Mais bon, Linux, c'est quand même, ça fait très plaisir de le retrouver. On va dire ça comme ça. Voilà. Et en plus, ça va dans le sens de ce qu'on était dit d'aller sur une stack un peu plus minimaliste. C'est vrai que j'ai moins de bordel dessus, globalement. D'outils en plus et en plus, il y a Claude qui m'a eu dessus, donc mais bon, ça, on en reparlera, je pense, plus longuement au prochain épisode. Vu que toi aussi, tu as replongé davantage dans Claude, que ce soit à travers design et pas seulement. Claude Code. Maintenant, je passe quasiment plus même par le chat et je Ah suis oui? vraiment dans cette idée de: «OK, j'ai mes fichiers Markdown, tu travailles là-dessus. Tu travailles sur, des dossiers, même mes réflexions et tout ça». Enfin, je trouve que c'est mieux, même plutôt que d'aller rechercher d'anciennes conversations, demander à faire un résumé, repasser dans une autre pour, compacter le contexte. Je préfère comme ça au final. Mais par contre, on est d'accord que tu utilises Claude Code avec l'interface graphique. Toi, tu pas en mode, terminal. Pas terminal, non, non. Ouais, ça, enfin, c'est intéressant que tu aies cet usage-là. On en avait parlé, c'est un usage que j'avais, lu et vu passer à pas mal d'endroits là. Le fait d'utiliser au final Claude Code pour de la bureautique et pour de l'usage professionnel, mais sans aller faire du développement, juste pour travailler sur des fichiers, travailler sur des documents. Au final, ça se rapproche de Cowork, mais peut-être Ouais. en un peu plus moins gourmand, peut-être? Parce que là, c'est vraiment juste créer, éditer des fichiers Markdown, donc pour moi, ça fonctionne plutôt bien.
Parce qu'après, si c'est vraiment pertinent, je peux les passer dans mon Obsidian. Pour l'instant, je sais pas vraiment encore. Parce que je veux vraiment pas que ça aille toucher aux notes que j'ai écrites moi-même sans IA. Voilà. Mais Claude Code. Parce que même en termes d'autonomie, je trouve que ça va plus loin en termes de réflexion. Et plutôt que de faire des itérations, et ce qui est quand même super cool, c'est que quand tu as un peu des données à comparer, il va pouvoir tout de suite sortir un peu plus du Python, enfin aller faire installer toute les, enfin, librairie et enfin aller vraiment plus loin dans la réflexion parce qu'il a plus d'outils à sa disposition. Ouais et oui et en plus, enfin, même d'un point de vue, justement souverain, ce qu'on disait, c'est notre retour sur Claude Code, d'un point de vue éthique, est une régression. Mais c'est une régression à court terme pour, une vision plus long terme, puisque derrière, en fait, enfin, je sais que c'est mon parti pris, mais j'ai l'impression que c'est le cas, ouais, que c'est le tien aussi. De se dire là, on essaie de bien apprendre à utiliser du Cloud Code et du Cowork et des outils comme ça et de travailler davantage en local et travailler davantage justement avec, entre guillemets, les ce qui commence à devenir des nouveaux standards en termes d'outils, même à travers l'IA et voilà. Allez écouter notre épisode de la semaine dernière où on parle de connaissances, on parle de skills, on parle de plein de choses comme ça, puisque ça devient des fondamentaux justement pour la partie IA et le fait d'aller jouer justement avec des documents en locaux, d'aller sur du Cloud Code et ce genre de choses permet aussi à assez rapidement, en tout cas dans les prochains mois, de, passer sur leurs pendants open source que vont être Open Code, que peuvent être OpenWork et bon, il y en a d'autres, hein, d'ailleurs, là, c'est, ceux qui me viennent, mais je crois qu'il y a la suite Kilo aussi qui le permet, Kilo Code et d'autres et donc de laisser le choix derrière une fois qu'on a appris une manière de travailler un peu différente, un peu plus moderne et avec l'IA, hein, j'entends, de, de pouvoir changer d'outil et de pas rester enfermé chez Claude. Aujourd'hui, c'est juste qu'on a fait le choix tous les 2 d'aller sur du Claude, puisque en termes d'écosystème, c'est ceux qui sont le plus avancés, le plus intéressants et que les modèles derrière sont assez solides, enfin, sont très solides et font partie des meilleurs du marché, donc pour bosser, c'est quand même beaucoup plus agréable et intéressant. D'apprendre ces nouvelles manières de bosser, permettra aussi de changer d'outil et de pas rester bloqué chez un seul propriétaire. J'espère du moins, peut-être qu'on va se retrouver un peu à prendre trop goût à Claude et que dans 6 mois, on aura beaucoup de mal à le quitter, tu vois? Mais, parce que mine de rien, Claude, malgré le côté justement propriétaire, ricain et que bon, il joue plusieurs jeux en même temps, j'ai l'impression, il y a le fait que en fait, ça doit faire, bien 2 ans que c'est mon LLM principal, quoi. C'est juste que je l'utilisais d'abord en version cloud tout court. Après, je l'avais utilisé dans sa version Notion. Je l'avais utilisé aussi dans Dust, par période et là, maintenant, je reviens à du coup, à son cloud dans sa version Cloud Code et Cloud Bureau à nouveau. Mais ça reste le modèle que j'ai le plus utilisé ces 2 dernières années, quoi. Donc, bon, J'ai pas testé ChatGPT enfin 5.5. Apparemment, les retours sont bons et je crois qu'ils ont refait le réentraînement du modèle quasiment de zéro. Pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette image quand même. J'ai pas trop envie d'aller vers du OpenAI, mais bon. Mais après, il y a aussi ce truc de pourquoi pas servir de la puissance de Claude Code pour construire les skills qui nous vont bien, enfin vraiment tous les actifs qu'on pourra réutiliser avec un autre LLM, et pourquoi pas pour les petites tâches avec du LLM en local ou du open source, mais s'être servi un peu de cet effet de levier avec Claude Code pour construire tout ce qui est plus complexe, mais voilà, c'est construit une fois, et après on l'utilise avec des modèles soit qui sont plus petits, soit qui consomment moins, et ouais et Cloud Code, mais pas que, hein, parce que même avec, Cloud enfin classique, tu peux déjà faire tes skills. C'est juste qu'ils sont pas stockés au même endroit et ça d'ailleurs, ouais, pour le comment synchroniser ou le gérer mieux, mais tu peux déjà le faire et du coup, même si voilà, tu restes dans une vision bureautique sans aller, jusqu'au niveau Cloud Code, mais que tu veux rester sur du Cloud Cowork et construire déjà tes actifs, tu peux le faire et tu pourras les utiliser dans d'autres outils et voilà, ça va rester tout autant. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la granularité d'un Cloud Code qui est vraiment très, même dans l'abstraction qui est encore un niveau au-dessus puisqu'il est obligé de naviguer et penser encore un peu différemment. Mais oui, entièrement d'accord avec toi sur l'effet levier, sur le fait de se
forger des savoir-faire dès maintenant, de se forger des communs et des actifs dès maintenant pour pouvoir les réutiliser et voilà. Encore une fois, si vous l'avez pas écouté, je vous invite à écouter notre épisode de la semaine dernière où on parle des briques des agents IA, puisque là, quand on parle d'actifs et de communs et de skills et de choses comme ça, c'est en gros votre façon de bosser, les méthodes, les process que vous allez faire, que vous pouvez standardiser, vous pouvez créer des choses qui vont permettre de le réexploiter et c'est, voilà, c'est très puissant, quand c'est bien calibré, ça fait quand même du très bon taf, ce genre de d'outils. Voilà, Lulu, je sais pas si tu voulais qu'on parle d'autre chose, si tu avais un dernier, point à ajouter ou si on est bon pour aujourd'hui? Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait plus ou moins aborder. Presque fait moins d'une heure. Ouais, pardon, en plus j'ai une petite, voilà, petit bug de réseau au milieu, qui Peut-être a un qu'au peu montage, perturbé. après, ça fera moins d'une heure. Non, ça pas coupé Non? assez. Mais, Qu'on n'a pas le c'est pas droit, grave, on n'a pas le droit à la question, non bonus? plus. Pas encore? Ah! Ouais, si tu veux, je l'ai plus, enfin j'ai rien préparé pour la question bonus, mais, Mmh, tu s'il y fais avait quelque que chose. Vibe coder, c'est que Claude maintenant? Non, 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 c'est pas que Claude, mais, alors c'est que des specs surtout en ce moment, je fais surtout de la doc, des spécifications, des trucs, mais, non, je pense qu'on va s'en arrêter là pour aujourd'hui, et voilà, pour ceux qui nous ont écoutés jusque-là, la question bonus, c'est juste d'aller parler de ce qu'on fait en ce moment en dehors justement du taf et s'il y a des choses dont on veut partager. Mais je pense que là, si on y va dessus, on va encore se Ouais, repartir ça sur je sera ne sais notre quel sujet, récompense quand on fera moins d'une heure. quand on fera moins d'une heure. Voilà, c'est l'objectif. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode thématique qu'on n'a pas posé d'ailleurs encore. On n'a pas encore acté le sujet, mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine et dans 2 semaines pour un autre épisode côté outils. Bonne journée ou bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Salut!